Il est 22 heures et nous sommes le mardi 14 janvier 2025. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition de votre journal de la soirée. Au sommaire ce soir. Le chef de l'État Ismaël Marguelé, chef du gouvernement, a présidé ce matin les travaux de la deuxième séance du Conseil des ministres. Explication dans ce reportage. Et dans l'actualité internationale, ensuite, le Liban avec un nouveau gouvernement où M. Nawaf Salam est le chef du gouvernement. Voilà pour les titres. Merci si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti. Passons donc au développement de ce journal avec le Conseil des ministres qui s'est tenu sous la présidence du chef de l'État et chef du gouvernement Ismaël Marguelé. Cette deuxième séance du Conseil des ministres de l'année 2025 s'est tenue ce matin au Palais de la République. Pour plus d'explications, écoutons le compte rendu du chef de la diplomatie djiboutienne et porte-parole du gouvernement, M. Mohamed Ali Youssouf. Sous la présidence du chef de l'État, son Excellence, M. Ismaël Omar Guelleh, s'est tenue la deuxième séance du Conseil des ministres en ce mardi 14 janvier 2025. Étaient inscrites à l'ordre du jour 6 questions. La première question concerne un projet de loi portant création de l'hôpital régional de Tadjoura. Ce projet de loi portant donc création, organisation et fonctionnement de l'hôpital régional de Tadjoura représente une avancée majeure dans le renforcement du système de santé national en complétant le troisième niveau de la pyramide sanitaire, en particulier pour les régions du nord de Djibouti. Cet hôpital s'inscrit dans une stratégie qui vise à améliorer la qualité, la disponibilité et l'accessibilité des soins pour les citoyens dans un souci de déconcentrer les services publics essentiels. L'hôpital permettra de décongestionner les structures de santé de Djibouti-Ville tout en fournissant aux habitants du Nord des infrastructures modernes et des soins de proximité et en réduisant ainsi les disparités dans l'accès aux services médicaux spécialisés. La mise en place de l'hôpital régional de Tadjoura permettra de compléter les établissements de santé de la capitale et des régions afin d'assurer la plus grande distribution spatiale des soins dans notre pays. Ce projet de loi vise donc à garantir un accès équitable et universel à des soins de santé de qualité en adéquation avec les objectifs de développement durable et de cohésion nationale. La deuxième question est relative à un projet de loi relatif à la vaccination obligatoire. Ce projet de loi prévoit d'instituer une vaccination obligatoire pour certaines catégories de notre population, les enfants et les femmes enceintes. À travers ce simple acte de prévention qui permet de sauver chaque année de nombreuses vies, les autorités entendent souscrire ainsi à l'atteinte des ODD, notamment l'objectif de développement numéro 3, qui vise à garantir une vie en bonne santé et promouvoir le bien-être pour tous dans notre pays. L'administration du vaccin contribue ainsi à assurer la prévention individuelle, mais aussi la protection de la collectivité et constitue, à travers les programmes de vaccination, la stratégie pour limiter, voire éradiquer les maladies transmissibles. Les maladies évitables par la vaccination sont souvent des pathologies qui n'ont pas un traitement curatif et la vaccination reste la meilleure option pour réduire le risque de survenue de ces maladies. Le projet de loi a pour objectif donc de rendre obligatoire la vaccination des enfants de moins de 5 ans et des femmes enceintes. Ce projet de loi introduit donc de nouveaux vaccins aussi dans le calendrier vaccinal, en l'occurrence le vaccin ROR, plus connu donc rougeole sous l'appellation rougeole oréon rubéole, le vaccin HPV qui est un vaccin contre les infections à papillomavirus humain et le vaccin DTP contre la diphtérie qui est ajouté donc au vaccin antitétanique déjà administré aux femmes enceintes. L'objectif visé par ce projet de loi est de réduire durablement la morbidité et la mortalité infantile. La troisième question concerne un projet de décret portant adoption du plan d'action national réajusté pour 2024-2025, pour l'Agence nationale du handicap. Et ce plan réajusté est donc adopté sous forme de décret. Il a pour objet donc de mettre en place cette stratégie nationale pour les années 2024-2025. Le plan d'action des autres domaines prioritaires, donc à savoir l'éducation et la formation professionnelle, la santé et l'emploi et la protection sociale,
qui ont été mises à jour à travers une approche collaborative et inclusive de toutes les parties prenantes, résultant en un document de plan d'action ajusté pour la période 2024-2025. Le projet de décret vise donc à aligner les actions avec les besoins et priorités identifiés tout en formalisant les ajustements nécessaires. La quatrième question concerne un projet d'arrêté portant approbation du budget prévisionnel 2025 de l'Agence nationale des systèmes d'information de l'État, plus connue sous l'acronyme d'ANSSI. Le budget 2025 de l'ANSSI est arrêté en équilibre, en produits et en charges à 556 753 000 francs Djibouti. Ce budget connaît une augmentation et passe de 451 millions en 2024 à 556 millions en 2025. Les recettes sont constituées de la subvention de l'État, celles des partenaires et de certains organismes publics. Les principaux postes de dépenses sont les charges de personnel et de fonctionnement. En 2025, l'ANSSI prévoit d'investir 28 millions de francs Djibouti dans le renforcement de la cybersécurité, la mise en œuvre des systèmes IGO et IBALO, qui sont les bulletins des annonces légales obligatoires, et l'acquisition de nouveaux mobiliers pour le nouveau locaux. Ce budget 2025 de l'ANSSI vient en soutien à la stratégie de consolidation et d'innovation continue, répondant aux attentes des usagers à travers la réalisation par l'ANSSI de plusieurs chantiers, et notamment le lancement de la plateforme IBALO, l'appui au registre social, l'appui aux administrations et aux autres organismes publics pour la digitalisation des archives, le renforcement du CERT, le lancement de la stratégie en matière de cybersécurité, le déploiement d'une solution ODO pour la gestion des ressources humaines au profit de nos administrations. Le Conseil a ensuite examiné et approuvé d'autres projets des lois. Écoutons le compte rendu de Mahmoud Ali Youssouf. La deuxième question concerne un projet de décret portant approbation des règlements particuliers d'urbanisme des différentes zones des communes, les 3 communes de la capitale, Razdeka, Boulaos et Balbala. Le présent décret a pour objet l'approbation de différents règlements particuliers d'urbanisme pour ces 3 communes. Ce projet s'inscrit dans la mise en œuvre des orientations des schémas directeurs d'aménagement et d'urbanisme d'agglomération de Djibouti, tant pour les zones urbaines existantes que les zones à urbaniser. Avec la mise à jour des règlements de mise en valeur, il s'agit d'accompagner les mutations sociales et le dynamisme économique que connaît notre pays en général. L'objectif visé est de passer d'une approche de lotissement à une logique de pôle urbain dynamique et intégré pour produire des espaces urbains homogènes en fonction de leurs caractéristiques, étant dotés de leur propre centralité connectée. Le présent règlement particulier d'urbanisme est élaboré dans une approche à la fois correctrice de part et d'autre et prospective. La 6e question est relative à un projet d'arrêté portant création d'un comité technique interministériel chargé du suivi du fonctionnement et des opérations de la société Ethio-Djibouti des chemins de fer. Ce projet de décret a pour objet la création et la mise en place du comité technique interministériel en charge de suivre le fonctionnement et les opérations de la société d'Ethio-Djibouti Railway. Depuis la mise en service de la nouvelle ligne ferroviaire et après 6 années de gestion par le groupe chinois CCECC, le management et la gestion d'Ethio-Djibouti Railway est redevenu binational, rétrocédé aux Djiboutiens et aux Éthiopiens, et ce, depuis le 1er janvier 2024. Pour un meilleur suivi de la plateforme d'Ethio-Djibouti Railway, il est mis en place un comité technique national qui sera chargé du suivi et de la mise en œuvre des recommandations de la commission interministérielle D2R, qui est la société. Il veillera au bon fonctionnement des activités et des opérations ferroviaires, et cet organe reste l'interface entre les opérateurs ferroviaires et le gouvernement. Ce comité technique est composé d'experts du ministère et des institutions étatiques, et donc l'adoption de ce décret permettra d'une part de régler tous les obstacles administratifs et techniques, et d'autre part de proposer à la commission ministérielle binationale des solutions d'amélioration sur la performance d'Ethio-Djibouti Railway. Voilà donc ce qu'on pouvait dire sur ce chapitre de cette deuxième séance du Conseil des ministres. Également dans l'actualité de ce 22h, cette conférence de grande importance sur la diplomatie régionale et internationale qui s'est tenue dans l'après-midi d'hier à la salle de conférence de l'Institut des études diplomatiques. Fadou Hussein nous en dit plus.
Conférence de grande importance sur la diplomatie régionale et internationale s'est tenue dans l'après-midi d'hier à la salle des conférences de l'Institut des études diplomatiques à Djibouti, en collaboration avec l'Institut de hautes études de défense nationale. L'objectif de cette rencontre était de permettre d'abord à l'UED de présenter ses missions, ses objectifs et son rôle crucial dans la diplomatie régionale et ensuite explorer les possibilités de renforcer les échanges d'expériences et des pratiques diplomatiques. Parmi les participants, outre le délégué de chaque ministère, figures majeures telles que Mohamed Ali Hassan, secrétaire général du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Mohamed Abdelkader, directeur général de l'Institut des études diplomatiques et l'ambassadeur Guelle Idriss Omar, le directeur de relations multilatérales, le directeur de la communication ainsi que le directeur de différents départements du ministère des Affaires étrangères. Les discussions ont porté sur des sujets clés, notamment le positionnement stratégique de Djibouti face aux défis d'une région instable comme la Corne de l'Afrique, ainsi que son rôle crucial en matière de diplomatie internationale et de stabilité régionale. Les intervenants ont souligné l'importance de la coopération et de la coordination entre les institutions diplomatiques et les acteurs internationaux pour répondre aux enjeux géopolitiques actuels. Autre séminaire, cette fois-ci, qui a été tenu sur la sécurité de la maintenance des équipements navals pour la durabilité opérationnelle dans l'océan Indien, qui a été officiellement lancé au Centre régional de formation maritime de Djibouti. Cet événement majeur organisé conjointement par le Centre régional de formation en partenariat avec l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime de son appellation UNDOC, qui a bénéficié également du soutien financier du gouvernement japonais. Un séminaire qui a pour objectif de renforcer les capacités des gardes-côtes djiboutiens et des autorités maritimes des pays de l'océan Indien en matière de maintenance des équipements navals, un élément clé pour assurer la durabilité opérationnelle et la sécurité maritime dans la région. Un événement qui a réuni des hauts responsables et des commandants des gardes-côtes des pays de l'océan Indien qui ont discuté des défis et des meilleures pratiques afin de maintenir une flotte maritime fonctionnelle et prête à intervenir. Une coopération régionale en matière de gestion et des équipements maritimes, c'est ce qu'a indiqué le chargé d'affaires de l'ambassade du Japon. Qui promeut cet engagement. Pour assurer la sécurité maritime dans cette région, le Japon déploie des soutiens à la garde-côte djiboutienne, notamment à le don de patrouilleurs et l'assistance technique via la JICA. Écoutons à présent le représentant de l'UNDOC. La représentante. Comme vous le savez, cet événement, et comme l'a dit Madame la directrice, s'inscrit dans la continuité de la réunion et du forum stratégique qui s'est tenu en octobre dernier et poursuit les efforts communs pour renforcer la sécurité maritime dans la région. Le thème central de ce séminaire, la durabilité opérationnelle, souligne l'importance des systèmes de maintenance solides pour garantir l'efficacité des ressources maritimes dans les environnements difficiles comme le nôtre. Et donc ce séminaire offre une plateforme essentielle pour aborder ces enjeux et partager avec les pays de la région. La reconnaissance particulière est adressée au gouvernement du Japon pour son soutien généreux qui reflète son engagement vers un océan Indien plus sûr et durable. Et évidemment, il faut remercier le Centre de formation régionale de Djibouti pour son accueil chaleureux et sa collaboration essentielle dans l'excellence dans la formation maritime. Et pour sa part, le colonel de la garde-côte, M. Waïs Omar Boghoré, s'est exprimé en ces termes. La stabilité opérationnelle de notre région repose sur des fondations solides, la coopération régionale, l'harmonisation des efforts et la mise en œuvre des solutions innovantes face aux défis communs tels que la piraterie, la pêche illégale, les trafics illicites et les dégradations des environnementales. Nous devons unir nos compétences et nos ressources pour construire un avenir sûr et prospère. En tant qu'institutions engagées dans la sécurité maritime et le développement durable, il est de notre responsabilité de définir
les principes fondamentaux du droit maritime tout en promouvant des mécanismes de coopération, collaboration à l'échelle locale, nationale, régionale et internationale. Ces forums constituent une opportunité précieuse de débattre, de partager des expériences et de construire un consensus autour des solutions les plus adaptées à notre contexte. Ensemble, nous avons le pouvoir de poser les jalons et d'une coopération régionale réussie et d'apporter des réponses concrètes aux problèmes qui menacent notre durabilité opérationnelle dans la région. Et pour sa part, la représentante du centre maritime s'est exprimée également. Ce séminaire organisé avec le soutien financier du gouvernement du Japon par l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, UNODC, en collaboration avec le Centre régional de formation maritime, représente une étape importante dans notre démarche collective pour renforcer nos capacités en matière de sécurité maritime et durabilité opérationnelle. La durabilité opérationnelle dans le domaine maritime n'est pas un objectif à court terme, mais un engagement à long terme pour assurer la performance, la sécurité, l'efficacité de nos garde-côtes. Nous devons toujours viser à améliorer nos capacités, que ce soit pour la formation continue de nos équipes, l'adoption de technologies innovantes ou encore l'élaboration de stratégies de gestion adaptées aux défis actuels. Au cours de ce cours, aux participants une compréhension claire de sa structure et de son objectif. Le séminaire est conçu pour fournir des formations pratiques sur les procédures de maintenance, démontrer des méthodes d'exécution efficaces et clarifier le rôle et responsabilités individuelles au sein du système de maintenance complet. Et voilà qu'il nous ramène de parler de ces 10 jeunes volontaires au profit de l'Agence nationale pour la promotion de la culture en vue de contribuer aux efforts du département des archives nationales. Les explications dans ce détail. Sous l'égide du ministère de la Jeunesse et de la Culture, la direction de l'insertion sociale et du volontariat a entrepris de déployer un groupe de 10 jeunes volontaires au profit de l'Agence nationale pour la promotion de la culture en vue de contribuer aux efforts du département des archives nationales dans l'organisation, le déplacement et l'installation des espaces appropriés des archives qui ont été versés à l'ANPC par plusieurs administrations. Accueillis par la chef du département des archives, les jeunes volontaires ont assisté à une réunion d'introduction pour une prise de contact et d'échange. En effet, durant 2 semaines, les volontaires mobilisés s'activeront dans 3 sites stratégiques, à savoir le CERD, le BAN, l'INSTAD, pour appuyer l'équipe en charge des archives et de conserver le patrimoine historique, socio-culturel, économique de notre pays. Ce faisant, à l'issue de la réunion, les jeunes volontaires ont été affectés à plusieurs sites de travail pour s'acquitter de plusieurs tâches respectives. La ministre de la Jeunesse et de la Culture, Dr Hibo Moumin Assowe, a salué cette belle initiative qui traduit non seulement la noble volonté de conservation et de préservation de notre riche patrimoine, mais également l'objectif d'inculcation parmi les jeunes, un idéal de l'action de volontariat. Et donc à la page Solidarité, je vous emmène à Addis-Abeba, où après la localité de Eboli, la caravane de la Solidarité a pris la direction de Assamo. Une des étapes importantes de cette semaine de solidarité, Assamo, connu ces dernières années de son développement fulgurant grâce à des projets et programmes de lutte contre la pauvreté mis en place par le gouvernement et les différents partenaires au développement. dadkeena liitee baadiyahana taakulayse
Place maintenant donc aux séries des discours où le vice-président de l'Assemblée nationale a donc pris la parole. Il a indiqué, Madame la ministre, qu'un proverbe de chez nous dit qui est celui qui a les moyens d'aider les siens est important aujourd'hui. Assamo donc est entre des bonnes mains. Assamo devrait être comme les autres régions qui accueillent des grands projets de développement. Et l'exemple parfait, M. Rashbash, Dahiropsiye et de la jeune Fathia qui a donc assimilé aujourd'hui les ficelles de la politique économique du pays, a-t-il martelé. Nous avons besoin de ce genre de personnes, de modèles dans les autres régions et localités du pays. Ainsi conclut ses propos M. Omar Ahmad, député donc et vice-président à l'Assemblée nationale native de la région. Et pour sa part, le préfet de la région, M. Abdelmalik Mohamed Bonoïta, a également pris la parole. Il a donc remercié la population pour l'accueil les plus chaleureux qui lui a été réservé à lui et à la ministre qui conduit le projet de solidarité. Ces projets, a-t-il martelé, et réalisations ici à Assamo sont impressionnants et nous devons nous en féliciter. À continuer sur cet élan, le préfet de la région d'Addis Abeba, M. Bonoïta. Dahiropsiye, donc dit Rashbash, a également pris la parole. Il a défini la solidarité comme des personnes ayant les moyens et aider donc les autres. Il a félicité la ministre des Affaires sociales et des Solidarités, Mme Ouloufa Ismail Abdo, pour son travail, sa persévérance et son acharnement à aider ses compatriotes les plus nécessiteux. Une habitante également de la localité de Assamo a pris la parole. Elle a remercié donc le chef de l'État et Ismaël Marguerite, la première dame présidente de l'UNFD, Mme Khadra Mahmoud Haïd, pour l'appui apporté tout le temps à leur localité. Elle a remercié également la ministre Ouloufa et toute son équipe qui ne cesse de mettre sur pied des programmes sur mesure afin d'aider et améliorer les conditions de vie des Djiboutiens partout sur le territoire national. La ministre des Affaires sociales et des Solidarités, Mme Ouloufa Ismail Abdo, a exprimé également ses remerciements au nom de la délégation qui l'accompagne pour l'accueil chaleureux et les sentiments bienveillants à son égard. À Assamo, donc elle a indiqué donc nous allons continuer sur cette lancée et a tenu à remercier M. Dahiropsiye qui est un exemple de développement et de croissance pour le reste du pays. La ministre s'est dit donc satisfaite de la forte mobilisation à Assamo à l'occasion de la semaine nationale de la solidarité. Ensuite, une rencontre avec les bénéficiaires de la caisse de solidarité a eu lieu, toujours dans la localité de Assamo. Les habitants sont revenus sur les avantages de ces caisses qui ont été mis en place grâce au ministère des Affaires sociales et de Solidarité. Assamo a totalement accès et profite pleinement des microcrédits octroyés par le ministère des Affaires sociales à travers cette caisse régionale d'épargne et de crédit qui se chiffre actuellement à Assamo, je cite, 1 700 000 de nos francs. Cette caisse est destinée aux ruraux qui n'ont pas accès donc à la CPEC. La communauté alimente la caisse à travers la cotisation hebdomadaire ou mensuelle. Le ministère de Solidarité injecte également des fonds de démarrage entre 300 et 500 000 de nos francs. Les habitants de la localité de Assamo, notamment les femmes, ont tous tour à tour remercié le ministère des Affaires sociales et des Solidarités ainsi que la ministre. Mme Ouloufa Ismail Abdo, ministre des Affaires sociales et des Solidarités, a fait une importante déclaration. Elle a indiqué que dorénavant, Assamo disposera d'une caisse d'un montant plus important, et ce donc grâce au travail qu'ils ont fourni. Ces programmes et projets du ministère profitent également aujourd'hui à toutes les catégories sociales et toutes les tranches d'âge. En nouvelle du monde, cette fois, un ex-président de la Cour pénale internationale à la tête du gouvernement de ce pays, un juge international, M. Nawaf Salam, est devenu ce lundi le nouveau Premier ministre au Liban. Les détails dans cette séquence. De la République libanaise, Elie Joseph Aoun a chargé le juge Nawaf Salam de former le nouveau gouvernement libanais après avoir mené les consultations parlementaires. Le juge Salam, actuel président de la Cour internationale de justice, a recueilli 85 voix dévançant son concurrent, le Premier ministre sortant Najib Mikati, et dans une phase de gestion des affaires courantes depuis le 31 octobre 2022 suite à la fin du mandat de l'ancien président Michel Aoun, et c'est depuis plus de 2 ans sans formation d'un gouvernement. Ce n'est pas la première fois
que Nawaf Salam est proposé pour former un gouvernement au Liban. Il avait déjà été évoqué pour cette fonction en 2019. En février 2024, Salam a été élu président de la Cour internationale de justice, devenant ainsi le 3e juge arabe à occuper ces postes. Sa carrière professionnelle a débuté en tant qu'avocat et professeur d'histoire contemporaine à l'université à Paris. Il a aussi dirigé le département des sciences politiques et de l'administration à l'université américaine de Beyrouth de 2000. Voilà donc pour l'essentiel de ce 22h. Merci d'avoir donc resté avec nous. Les programmes continuent sur Télé Djibouti.